aussi les infirmiers, et puis le travail social aussi. Et on vient tous les ans prendre la température un petit peu, on va dire, et donc le plaisir de vous rencontrer et puis et de discuter un peu avec vous. Donc il y a la presse qui est là, et je dis, vous êtes, vous savez qu'on est dans un secteur en tension, hein. Vous savez bien que les établissements ont du mal à recruter des infirmières et des aides-soignants. Donc parfois, on peut avoir, dans les formations, on peut avoir du mal un peu aussi à recruter des élèves aides-soignants. Et l'intérêt pour nous, c'est de venir vers vous pour discuter un petit peu de pourquoi vous êtes là, sachant que c'est vous les meilleurs ambassadeurs des futurs étudiants ou élèves qui vont venir. C'est en fonction de ce que vous aurez dit, pourquoi vous voulez faire cette profession-là. C'est vous qui pouvez en parler autour de vous et susciter j'aime pas le terme de vocation, mais on peut susciter de nouvelles envies pour avoir de nouveaux élèves qui puissent entrer en formation. C'est pour ça qu'on vient entre autres vous voir aujourd'hui. Et je vais laisser M. Modeste se présenter aussi. D'accord, donc moi je m'appelle Lionel Modeste, je suis le chef du service des formations sanitaires et sociales. Donc on est un petit service de 7 personnes. On s'occupe de la carte des formations, donc elle a été renouvelée là pour c'est tous les 5 ans. Donc on a reposé un peu la carte. Donc c'est à la fois où est-ce qu'il y a des formations, quelles formations et les places, le nombre de places. Alors on peut s'adapter ensuite quand il y a des besoins, on sait créer des places supplémentaires. Voilà, bon, c'est une question de moyens financiers, hein, c'est aussi simple que ça. Pour certaines d'entre vous, parce que je vois pas beaucoup de garçons, il n'y en a pas, voilà. Certaines donc ont aussi droit aux bourses. Alors, on a choisi en Bretagne de faire le même système de bourse puisqu'en théorie vous n'êtes pas étudiant, puisque étudiant c'est pour le post-bac, c'est comme ça, mais on a aligné complètement les bourses que sur vos diplômes niveau bac maintenant avec ceux de l'enseignement supérieur, et c'est les mêmes qu'effectivement les étudiants qui vont en fac. Ça c'est un choix positif de la région, parce qu'effectivement on n'était pas... Maintenant, pour les personnes en reconversion, je pense qu'il y en a ici, on est en train de réfléchir aussi à peut-être sortir du système de bourse, qui est bien pour un étudiant ou pour un jeune qui sort du système scolaire, mais pour une personne qui a des charges de famille, c'est peut-être pas forcément évident. Ouais. Enfin, vous parlez des bourses, on n'en a pas entendu parler. Ça, c'est cette dame-là qui m'a bien informé sur les bourses. Parce que tu ne pouvais pas y prétendre, c'est pour ça. Alors, c'est des bourses sur critères sociaux. Je vous dis, c'est les mêmes que les étudiants. Donc, effectivement, suivant votre situation, vous avez ou pas. Mais on est en train de réfléchir à élargir un peu la chose. Non, enfin, c'est bien de nous dire que vous n'êtes pas au courant. On fait ce qu'on peut pour communiquer. On a un site internet. Les instituts donnent les infos. Mais vous voyez, il y a encore des trous dans la raquette. Donc, il faut qu'on soit encore meilleur. C'est pour ça qu'on compte aussi sur les journalistes pour relayer ce qu'on peut faire pour vous. Donc voilà. Et puis on réfléchit aussi actuellement pour la rentrée 2024. On réfléchit à comment mieux accompagner les étudiants et les élèves au niveau social. Alors que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes de logement, que ce soit... Voilà. Hein, on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter la vie des élèves et des étudiants. Sachant que l'intérêt qu'on a, nous, en Bretagne, c'est qu'on a des petits établissements qui sont... on a ce qu'on appelle un maillage territorial qui est très fin. On a beaucoup d'établissements, comme ici, par exemple, dans des petites villes. Et ça permet aux élèves et aux apprenants du secteur de ne pas avoir des kilomètres à faire pour venir se former et pour se loger. Mais je pense qu'on a peut-être assez parlé. On est surtout là pour vous entendre. Et puis on ne veut pas abuser de votre temps, sachant qu'on a bien compris que vous avez un travail à rendre pour demain. Donc on a vu que vous aviez une déléguée de promo, je ne sais pas où elle est. Est-ce que vous... Ils sont deux. Si vous voulez... qu'il y en a une autre. Oui, ce sont deux. Moi j'avais une question, parce que c'est mon cas aussi, il y a plusieurs des élèves de la promo. On est actuellement au Pôle emploi. On a travaillé auparavant et nos revenus sont vraiment très très à la baisse. Je peux citer mon exemple sans le cacher, j'étais à 1 800 € par mois, je me retrouve à 1 150 €. Donc c'est une baisse quand même considérable pour une année de formation qui me tient à cœur, mais avec ses difficultés du coup aussi économiques.
Et la question c'est quoi? Et ben, est-ce qu'il y aurait une possibilité de maintenir un salaire quand on est en formation, justement, qui est... du coup, c'est une formation où les gens... et ce qui est dans le besoin. Et je pense qu'un maintien de salaire pour les gens qui ont travaillé avant, en fait, parce qu'on se retrouve avec des salaires moindres alors qu'on veut aller dans un métier en tension. Enfin, je sais pas comment on pourrait peut-être voir. Vous êtes rémunéré par Pôle emploi? Oui. Ouais, c'est ça, la baisse de diminution qui est classique, on va dire, pour tous les demandeurs d'emploi. Ça peut empêcher de faire la formation. Parce qu'il y a des gens qui ont la vocation. Ouais. Et c'est pour ça justement qu'on veut, à partir de 2024, là, qu'on va mettre en place des nouveaux accompagnements en fait, et il faut qu'on puisse répondre vraiment à vos besoins. Alors là maintenant, on va réfléchir à ce qu'on pourra faire, mais de là à compenser le salaire que vous aviez avant, ça relève du domaine de l'État. C'est pas de notre compétence, et ça. Mais par contre, quand on travaille avec l'ARS, c'est des choses qu'on continue à faire remonter. C'est comme il y a une chose sur laquelle on travaille aussi au niveau de toutes les régions de France, c'est que vous puissiez avoir des indemnités de stage que vous n'avez pas, au contraire de vos collègues infirmiers par exemple. Mais ça c'est pareil, c'est des choses qui ne relèvent pas directement de notre compétence, mais on travaille justement avec l'ensemble des régions, et on travaille avec l'État pour justement faire remonter ces besoins. Et là, on va travailler, on a mis en place des groupes de travail avec les parlementaires bretons, donc les députés et les sénateurs, pour justement faire remonter tous ces problèmes-là au niveau de l'État. Parce que, et là, on se rend compte que nos députés et sénateurs, ils ne savent pas. Et donc, à partir du moment où ils vont plus savoir, ils vont faire eux aussi remonter ces besoins-là. Mais non, mais on entend bien ce que vous dites, et c'est quelque chose qui nous travaille aussi, parce que c'est effectivement, comme disait Madame, c'est vraiment un frein. On a identifié plusieurs freins. Il y a ça, il y a le logement, il y a la mobilité. Il y a une personne qui a arrêté à cause de ça financièrement, au début. Alors, en fait, pour revenir au cas de Madame, donc vous aviez un salaire qui correspondait à un métier que vous exerciez avant, donc vous êtes en reconversion. Maintenant, si vous venez vous former pour retourner chez votre employeur, normalement, c'est votre employeur qui devrait vous payer la formation, d'une part, et vous maintenir en emploi. Donc il y a ça aussi. La première responsabilité de formation continue, ce sont les employeurs. Madame Monja, la directrice, va peut-être dire différemment. Ensuite, si vous êtes à Pôle emploi, c'est sûr que les indemnités sont toujours inférieures, quel que soit, que vous soyez en formation ou pas, les indemnités de chômage sont toujours inférieures au salaire qu'on avait avant. Alors, avec l'espoir de l'autre. Le problème, c'est le contrat, c'est que la plupart de nous, en fait, c'est du public autour de nous. En fait, dans la région Bretagne, il y a beaucoup de public. Et c'est des contrats, en fait, qu'on a. On n'est pas titulaire, on n'est pas contractuel. Et donc, du coup, moralité, pour avoir une aide financière ou un employeur qui veut nous payer cette formation, c'est très difficile puisqu'on ne fait pas partie de l'établissement en fait, et rien ne lui permet de dire qu'on va revenir chez lui après la formation. Donc effectivement c'est plus ou moins difficile. La plupart de nous, moi je parle pour moi déjà, j'étais en CDD, j'ai quitté un poste que j'aimais, où j'étais bien, où je gagnais bien, mais parce que je voulais réaliser mon rêve de devenir aide-soignante en fait, où déjà j'étais dans ce métier-là. Mais effectivement, comme disait notre déléguée, elle a donné l'exemple de 1800. Moi, j'ai rien à cacher, j'étais entre 2003 et 2005 par mois. Et effectivement, j'arrive à un peu moins de 1100 € par mois. Donc effectivement, tout est à peu près à côté de nous, comme venait de dire effectivement Madame, je ne me rappelle plus de votre nom. Mais ça nous fait quand même pas mal de frais. Moi, mon premier stage était à Vannes. J'habite à Péole, ça me fait plus de 30 km, mais faire des allers-retours comme ça tous les jours, plus après engendrer l'école aussi, pareil, ça nous fait quand même pas mal de frais. Donc moi, là où je suis, que je sois à Vannes, que je sois
À Malétroit, dans les écoles, ou à Redon, le kilométrage, c'est le même, je suis à plus de 30 km. Donc de toute manière, ça engendre beaucoup de frais. Mais quand vous dites, vous pouvez demander de l'aide à vos employeurs, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici qui en fait ont des propositions de leur employeur pour faire cette formation. C'est très difficile pour nous avec tout le public qu'on a à côté en fait. Et on a du mal à demander ces formations parce que les personnes qui sont dans les établissements, pour eux, sont prioritaires en fait. Tout à fait. Alors en fait, ce que peut faire la région, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait en sorte que votre formation soit gratuite dès lors que vous êtes demandeuse d'emploi. Alors ensuite, je le disais quand même, la formation continue, en théorie, ça relève des employeurs. Vous parlez en plus des employeurs publics, donc si vous êtes ex-salarié du public, vous n'êtes même pas indemnisable par Pôle emploi parce que vous n'avez pas cotisé. Il y a ça aussi. Donc déjà, si vous dites que vous avez une prise en charge par Pôle emploi, c'est peut-être parce que vous n'étiez pas effectivement pas titulaire. Mais il y a aussi des titulaires, ou des personnes qui ont le statut public, qui démissionnent et qui se retrouvent avec rien, parce que de fait, la Pôle emploi, elle dit, vous n'avez pas cotisé, donc vous avez pas. Mais c'est effectivement une des premières difficultés qu'on a trouvées, c'est le financement de la formation, et surtout, des moyens de subsistance. La formation, à la limite, mais j'insiste, elle est gratuite pour vous, parce que c'est la région Bretagne qui la finance. Mais effectivement, une fois qu'on a financé ça, il reste... il faut juste savoir qu'une... la formation dit elle est gratuite, c'est vrai, et c'est vraiment un choix qu'on a fait, mais il faut quand même savoir que la formation aide-soignante, c'est 7 500, 8 000 euros par an pour la formation. Donc que la collectivité prend en charge. Mais par rapport à ce que vous disiez, et j'ai bien vu que vous aviez levé le doigt, par rapport à ce que vous disiez, c'était une piste de travail qu'on a aussi avec les employeurs, parce que on a eu il n'y a pas longtemps, quand on était à Rennes là, avec le l'OPCO Santé, on avait donc des employeurs et on leur a dit à un moment donné, la balle est dans votre camp aussi. Il vous manque du monde, mais la balle est dans votre camp aussi pour former davantage des soignants. Maintenant, eux, ils sont soumis aussi à un problème, c'est que ils n'ont pas forcément envie de laisser partir des gens en formation parce que ça leur fait encore du monde en moins qu'il faut remplacer. Il y a la problématique qui est difficile, en fait. Mais effectivement, c'est tout à votre honneur de quitter un emploi bien payé pour un an de formation où on entend bien que c'est difficile et il faut vraiment le voir. On va écouter madame, mais, parce que ça serait bien aussi qu'à un moment donné, vous puissiez dire quand même à la presse pourquoi vous êtes là en dépit de ces difficultés. Parce que vous dites que vous vouliez réaliser votre rêve. Ça serait bien de parler un peu de ça aussi pour qu'on puisse... c'est vous qui allez nous soigner demain, donc il nous faut du monde. Aujourd'hui aussi. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture de concours non plus. Il n'y a pas de perspective d'être titulaire parce que de moins en moins d'ouverture de concours. Ils veulent développer plus les contractuels aussi. Alors il y a la difficulté, c'est aussi que, on va dire, la sociologie globalement des nouveaux professionnels change. Les gens maintenant ne cherchent pas forcément un CDI comme ils cherchaient auparavant. Et il y a aussi des nouveaux diplômés qui ont besoin de partir un peu, de prendre un peu de recul après l'obtention du diplôme avant de retravailler. Et ça, c'est des choses qui peuvent s'entendre. Et en plus, pendant ce temps-là, je veux dire, vous pouvez acquérir d'autres choses, d'autres maturités, d'autres expériences. Mais il y a ce qu'on appelle la sociologie, la nouvelle sociologie des nouveaux diplômés qui change et qui fait que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'on propose des CDI, est-ce qu'on propose des CDD, est-ce que voilà. Parce que maintenant il y a une volonté quand même d'avoir plusieurs expériences avant vraiment de se poser. Alors maintenant au niveau des aides-soignants peut-être un peu moins qu'au niveau des infirmiers parce que globalement vous êtes une population un peu plus âgée on va dire que les jeunes étudiants infirmiers qui sortent du lycée en fait, et vous avez des familles, vous avez des vies et c'est plus difficile de quitter son lieu par exemple. Et vous vouliez dire quoi? Non, moi je voulais juste dire que j'étais dans l'établissement, du coup moi c'était le territorial, et donc il n'y avait qu'une classe par an
pouvoir être financée. Et en fait, elle s'est battue, hein, la directrice, pour pouvoir me laisser une place supplémentaire parce qu'Aline, du coup, était la première arrivée avant moi. Et malheureusement, elle a appelé l'ARS, elle a fait tout son possible, mais le financement n'était pas possible. Donc en fait, si je voulais faire la formation, j'avais pas le choix de les faire par mes propres moyens. Et c'est la même problématique que Vanessa. On a presque rien et c'est vrai que c'est difficile. Quand on a tous ces à côté, une famille ou des prêts, des travaux, c'est compliqué quoi. Alors là, vous citez clairement le fait de parler de CDI, de pouvoir, mais nous, en tant qu'employeur, on peut effectivement, sur un certain montant de formation, trouver un ou deux, par exemple avec les Augustines, on peut trouver un ou deux candidats, et oui, on est tout à fait prêt à le faire. C'est une question de ressources, mais c'est aussi une question de ressources financières. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état financier où sont les EHPAD et les établissements comme les nôtres, on est archi déficitaire. Donc on ne peut même pas dire que oui, nous en faudrait 4, mais on peut pas, même si on le pouvait, avec les ressources, et maintenant on commence à le pouvoir, financièrement, on ne pourrait pas se permettre ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en plus, il y a le remplacement, il y a le salaire de celui qui part en formation, mais il y a le remplacement aussi là, sur les dernières. Le remplacement, je pense que c'est un phénomène sur lequel on commence à avoir un peu de souplessité, mais ce sera purement financier. C'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de porter un salaire complet pendant un an pour plus d'une ou deux personnes. Pour un établissement comme nous, on a plus de 300 salariés. Et en fait, nos besoins seraient plus... Par rapport à l'exemple que vous citez, vous étiez dans un EHPAD, je suppose. Oui. Voilà. Donc c'est encore plus petit. Et que trouver deux personnes dont les besoins sont certainement manifestes, ils ne peuvent pas. Et qu'au final, les pouvoirs publics ne sont pas très aidants sur ça. Non, mais vous mettez le doigt sur le problème du système de soins. On va le faire remonter. Et pour ne pas abuser trop de votre temps, est-ce que... donc vous parliez, madame, de vouloir faire réaliser votre rêve, donc j'imagine qu'il y en a d'autres ici. Pourquoi vous avez voulu faire ce métier malgré toutes les difficultés que vous ne faites pas? Vous n'êtes pas complètement maso quand même. Donc, c'est parce qu'on est très soutenu aussi par l'extérieur, par notre vie privée. Ouais. On a un soutien de nos conjoints, de nos maris qui sont quand même là. Mais je pense qu'on les aurait pas au travers de ça. On tombe quoi en fait. Hein. Parce que comme on disait, financièrement c'est très difficile, psychologiquement c'est très difficile. Après, en fait, c'est aussi une idée qu'on peut avoir, parce que comme disait Madame la directrice, c'est un peu le chien qui se mord la queue. On dit qu'il manque des aides-soignants, mais on n'a rien pour les financer. Et donc, effectivement, en fait, on réalise notre rêve, peut-être dans le but, effectivement, de s'épanouir dans un établissement dans lequel on ne sait même pas si, effectivement, un jour, on sera titulaire ou pas, ou si on aura un CDI, parce qu'effectivement, on n'a pas de budget. Et pour certaines personnes, arrivées à un certain âge, moi je ne me cache pas, j'ai 48 ans, j'ai besoin d'une place fixe et d'un CDI. Moi, les CDD à 48 ans, ça ne m'intéresse pas en fait. Ou les remplacements, être à droite et à gauche, m'adapter à chaque structure, c'est difficile. Dans le milieu hospitalier, c'est ce qui se passe actuellement. On prend des gens pour faire des pôles et d'aller dans tous les secteurs parce qu'effectivement, c'est la polyvalence. Je suis d'accord pour la polyvalence, mais ce n'est pas des choses qu'on recherche spécialement. Donc, de notre rêve, en fait, on le réalise parce que derrière, on a un soutien. Et il faut dire une chose aussi, c'est qu'au niveau de l'école, on a énormément de soutien. Que ce soit psychologique, il s'adapte à nous. On a l'avantage d'être dans une école où, effectivement, on a on a une évaluation demain. On n'arrête pas les gamins. Mais non, mais on a beaucoup de soutien. Et on est une équipe qui est très soudée aussi parce qu'on rencontre tous ces problèmes-là. Moi, je le vois avec mes problèmes perso. Les gens étaient là. La directrice était là. Les professeurs étaient là. Tout le monde, en fait. C'est l'intérêt qu'on a tout à l'heure d'avoir des petits établissements, plutôt que des grandes promotions où les gens ne se connaissent pas. Mais on peut avoir des petits établissements où on n'a pas ça. Nous, je veux dire qu'on a cette chance-là. On a des formateurs qui nous disent ça va être dur. Sachez-le, quand on va rentrer, ça va être dur. On sait, on le sait.
On n'a pas eu la j'entends bien. Contenu de formation. J'entends bien, mais alors j'entends bien le soutien nécessaire, c'est indispensable. Sinon, je veux dire, la logistique, si ça ne suit pas, ça ne fait pas. Mais votre rêve de devenir aide-soignante, c'est quoi votre rêve Que ce soit revalorisé. Non, c'est ça que je vous demande. C'est pourquoi vous voulez faire ce métier? Vous êtes tous en train de nous parler de difficultés importantes et qu'on ne nie pas. Mais vous faites quand même une formation qui est difficile, pour laquelle vous perdez de l'argent. Je vous ai dit que vous n'êtes pas maso. Donc pourquoi vous faites cette formation-là? Parce qu'on aime, personnellement, parce que moi j'aime les gens et j'ai envie d'aider, simplement. D'être utile à la communauté aussi. Ça a du sens. Tout le monde, on sait que vous faites cette mission. Apprendre les bons gestes pour s'occuper des gens, justement pour notre futur, pour ce qu'on aime faire. Avoir les bons gestes, avoir les bonnes attitudes. Et ça, on l'apprend en formation. On l'apprend pas sur le terrain avec des personnes, pas forcément sur le terrain avec les bonnes personnes. Alors que là, on sait qu'à l'école, on va apprendre les bonnes choses. Peut-être que ce ne sera pas mis en pratique où on sera. Mais nous, on sait vous avez un rôle à jouer quand même. Oui, aussi. Mais nous, on sait qu'on va avoir certaines valeurs en sortant d'ici, en nous disant, voilà, on est diplômé, on a acquis de bonnes choses, on sait ce qu'il faut faire et comment faire. Alors qu'avant, en fait, on était un peu, je pense pour tout le monde, dans le flou. On faisait parce qu'on nous disait de faire comme ça, en fait. Donc ce rêve, en fait, c'est aussi d'apprendre pour nous permettre de nous épanouir et de réaliser ce que l'on est. Oui. Et je pense que pour la plupart de la promo, je pars en tant que deuxième déléguée aussi, on a tous une grosse expérience personnelle dans la vie privée ou professionnelle, mais qui nous a vraiment amenés là. Il y a un fil conducteur qui nous amène toutes là. On a toutes été plus ou moins traumatisés par quelque chose qui nous a fait vivre cette expérience dans l'autre sens et qui aujourd'hui, on a envie de participer à l'autre rôle. Ça se passe de toute façon. C'est-à-dire que souvent, on a soit perdu quelqu'un de proche, on a vécu des choses et des pertes de proches. Pour la plupart, quand même, c'est vraiment notre histoire et c'est ça qui nous amène là. Et on a aimé l'accompagnement qu'on a eu. Aujourd'hui, on veut rendre. D'accord. Et justement, je reviens, vous allez dire, je reviens à mon idée fixe. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes ou des moins jeunes qui sont aussi en reconversion professionnelle? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils puissent faire la formation aide-soignant, sachant qu'on manque cruellement de professionnels aides-soignants? Le souci premier sur un tiers de la promotion, quand même, est financier. Avez-vous de l'argent de côté? Ça sera la première question. Oui, ça, j'entends, mais c'est pas ça. Les futurs étudiants, s'ils ont des belles valeurs à vouloir partager, à vouloir donner du temps, accorder du bien-être aux gens, et venez foncer le bonheur, le bien-être, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Et l'échange. Devenir de bons professionnels pour accompagner au mieux les gens dans la vie de tous les jours, c'est tellement important, c'est l'essentiel de la vie, à mon sens. Et puis que c'est une belle expérience, autant dans l'émotion, dans tout en fait, dans nos stages, dans la formation en elle-même, qu'on rencontre des gens merveilleux, que ça nous aide à avancer, que ça nous aide à évoluer, et puis que ça nous permet d'apporter des soins attentifs et réfléchis aux gens qu'on va accompagner plus tard, voilà, et que nous allons devenir nous les aides-soignantes réfléchies de la réforme. Merci parce que je ne dis pas que c'est ça que je voulais entendre, mais je voulais entendre vraiment quelles étaient les valeurs que vous aviez, le plaisir que vous pouvez avoir à être en formation et après le plaisir de travailler, malgré toutes les difficultés que vous avez pu évoquer et que je ne sous-estime pas du tout. C'est au contraire, j'ai envie de dire, c'est une admiration de ma part de dire, c'est pas facile, vous perdez des salaires, vous avez une famille derrière, c'est pas facile, c'est un temps qui est pas facile, mais néanmoins, vous foncez quand même, quoi.